La prévention peut se présenter sous divers aspects. Tout d'abord, l'information. La grande information semble à proscrire pour éviter de dédramatiser la question et de passionner un public mal informé. Il semble que l'information des milieux les plus exposés, c'est-à-dire les jeunes, soit la formule à retenir. Mais, pour y parvenir, il est d'abord nécessaire de créer un comité chargé de préparer la documentation, ses cadres et le programme de travail, en liaison avec les établissements scolaires du premier et du second cycle, et aussi avec les universités et les grandes écoles. En conclusion, il est significatif que la question de la violence n'agite aujourd'hui que les sociétés démocratiques, qui sont aussi les seules à admettre et à gérer tant bien que mal les diversifications caractéristiques de toute société. Les autres pratiquant la violence sans nul autre procès. Cette sorte de prise de conscience va de pair avec les interventions pratiques qui ne sont pas sans efficacité, même si elles restent partielles et ponctuelles. Au fond, il serait temps de se rendre compte que si la violence constitue un problème pour toutes les sociétés et toute existence humaine en général, les sociétés sont aussi des systèmes destinés à la neutraliser, à l'utiliser et à la redigérer. Ce qui avait toujours été une fatalité de la vie, de l'histoire, semble devenir un défi. Il s'agit d'évaluer ce défi, sous tous ses aspects, en un domaine où les craintes et les espoirs faussent peut-être le jugement. Art, communication, esprit, 13 300, cité Nostradamus. Philosophie. À vos yeux, le travail est-il une servitude, une libération ou un épanouissement? Le travail, par opposition à l'oisiveté, se définit comme une activité productive, utilitaire, exigeant un effort et une certaine contrainte, bien que les produits s'opposent à consommer et à détruire. Chacun cherche à s'assurer les biens qui enrichissent son temps d'autonomie, tout en limitant le poids du travail qu'il lui apporte. Mais la finalité du travail ne peut suffire à sa définition. C'est une activité éminemment sociale, dont l'étude ne peut être détachée de celle des groupes sociaux et des conditions historiques et géographiques dans lesquelles il est effectué. Pour comprendre l'état actuel de l'humanité et les effroyables erreurs qu'elle commet, il faut se rappeler d'une durée de l'ordre de 500 000 années nous sépare du premier de nos ancêtres. Le progrès est ardu et l'humanité n'est pas facile à faire, d'où la variété de conception de la notion de travail qui a la valeur d'une clé de voûte pour la connaissance du monde actuel. Dans la première partie, nous tenterons de soulever ce que le travail est comme servitude. Dans la deuxième partie, nous nous engagerons à expliciter ce que nous qualifions toujours pour le travail de libération. Et enfin, nous nous interrogerons sur l'épanouissement que nous prodigue celui-ci. Une certaine conception du monde place dans le passé l'âge d'or de l'humanité. Tout aurait été donné gratuitement à l'aube, dans le paradis terrestre, et après la sortie de ce paradis, tout serait au contraire pénible et vicié de nos jours. Si la nature naturelle est une contrainte vitale pour lui, c'est pour faire face à ses besoins biologiques de nourriture, de protection contre les animaux et les intempéries que l'homme a travaillé, et que cette nécessité fondamentale a fait du travail une action forcée. Nous pouvons voir que le terme de travail, primitivement, désignait un ustensile de maréchal ferrant qui servait à maintenir l'animal destiné à être ferré, le cheval, dans une position immobile, demandant un effort, une résistance de la part de la bête. Par-delà même découle symboliquement la capacité contraignante du travail.
À l'origine, l'homme était proche de la nature et vivait dans un univers naturel. L'homme, au début, s'est rapproché de l'animal, car, comme lui, il avait des procédés spontanés d'adaptation au milieu, tributaire d'une indépendance, au terme d'un rang de l'animal. Ce n'est donc que par une évaluation extrêmement lente que l'humanité a appris à utiliser la nature avec quelque efficacité. L'homme écart entre tiers-monde et le monde développé illustre la puissance des techniques. Le travail apparaît comme une servitude lorsque seul compte l'objet produit. Le travailleur n'est plus lui-même devant son action, mais il est autre. À la limite, il n'est plus une personne, et c'est plutôt l'objet fabriqué qui devient quelqu'un. Dans cette optique, nous donnons à cet objet un état civil, une fiche avec des indications qui le survivront tout au long de sa fabrication, comme l'évoque Marx. Dans cet ancien système de direction, l'ouvrier est maître de ses méthodes de travail. C'est lui qui connaît les secrets du métier, tel qu'il est question, et les meilleurs systèmes de commandement est alors celui qui combine l'initiative et les stimulants. Les directeurs expérimentent, laissent franchement à leur ouvrier la responsabilité du choix du mode et le meilleur et le plus économique d'exécution du travail. Ils encouragent leur initiative et cherchent à les développer par des stimulants appropriés. La méthode du travail sont laissées à l'empirisme. Notons qu'on proposait en temps en garde-chou, on surveille l'atmosphère des usines, ce qui a pu faire dire par certains que ces méthodes de travail s'avéraient les faveurs des régimes totalitaristes. Avec l'avènement du taylorisme, les méthodes de travail font l'objet d'une analyse rigoureuse qui permet de découvrir un certain nombre de lois concernant les gestes à accomplir, les rythmes à respecter, les outils à utiliser. L'ouvrier n'aura à faire preuve d'aucune créativité, ce qui lui fera dire de lui parfois qu'il n'était pas un véritable travail. Les premières générations ouvrières ont payé de leur concept asservissement au travail des fabriques le développement d'une production de masse. Le statut des salariés est celui qui souligne le plus la dépendance à la loi sociale, économique et technique à travers laquelle s'impose la contrainte première du travail, puisque le contenu des fonctions, le rythme même des tâches sont définis par l'employeur ou par des services d'organisation entre plusieurs ouvriers. Mais aujourd'hui, il s'agit de servir des machines très spécialisées. Les tâches du travail sont à la chaîne, du fait que seules les grandes scènes justifient l'emploi de leur système, ont pris valeur de symbole, limitée, définie par un technicien autre que l'exécutant, à la fois dans leur cadence et dans leur méthode. Elles ont fourni l'image de la contrainte les plus poussées qui puisse s'exercer sur un travail humain. Les salariés les moins formés et les plus nombreux ne peuvent que subir les effets d'une politisation d'entreprise. Le salarié peut alors se trouver renvoyé à un non-travail qui détruit la base même de sa part d'autonomie personnelle. Nous avons une image négative du taylorisme, alors qu'en fait il s'agit bien d'une libération, d'une justice dans le travail. Rappelons-nous, Charlot, dans les temps modernes, ouvrier d'usine, il est soumis au rythme implacable de la chaîne instaurée par la taylorisation. Peu à peu, il s'abrutit, se mécanise, sent monter le feu de la folie, abandonne son poste, détraque la machine, poursuit les passantes en serrant des boulons imaginaires. Le film a été réalisé en 1934. Gag? Prophétie burlesque? Les spectateurs continuent de glousser sans arrière-pensée. C'est du cinéma. Le travail est extérieur à l'ouvrier, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à son être. Par conséquent, il ne s'affirme pas dans son travail. Bien au contraire, il y s'y renie. Loin d'y être heureux, il s'y sent malheureux.
Il n'y développe aucune énergie libre, ni physique ni morale, mais il y mortifie son corps et ruine son esprit. Manuscrit 1844. Comment rendre à la fois l'organisation plus efficace et l'individu plus satisfait? Encore faut-il que les gens qui desservent des machines ou qui utilisent des procédures jouent réellement le jeu collectif, donnent chair à la hiérarchie juridique de l'autorité, à l'organigramme, à la division formelle des tâches. Sur le tas, dans des situations variées, Taylor cherche à éliminer tout gaspillage. Dans l'effort, il étudie tout détail et les gestes nécessaires à l'exécution d'une tâche et tenant compte des facteurs techniques qui interviennent dans le travail, définit pour chaque tâche et pour chaque poste le meilleur mode opératoire. L'organisation scientifique du travail est une analyse systématique qui est synthétique, qui décompose chaque tâche et qui les articule les unes par rapport aux autres en fonction de l'objectif de l'entreprise. Sur cette division et cette recomposition du travail et l'exprimant se greffe la répartition de lignes d'autorité hiérarchique comme dans l'armée, claires, et se définissent les circuits de communication entre les postes de travail. La contrainte des garde-chiourmes est remplacée par un système impersonnel de règles scientifiques. Cette véritable méthode a apporté efficacité et justice et satisfaction. Cependant, chaque activité est normalisée de la façon la meilleure, donc unique. Le personnel est sélectionné selon des critères stricts, les ingénieurs organisent, les psychotechniciens embauchent. L'homme a la possibilité de prendre du recul au monde immédiat. Il a la possibilité de projeter son psychisme vers l'avenir. Et c'est cette différence fondamentale d'avec l'animal que la notion de travail a pris son sens de liberté, car de décision. Il réussit à donner la nature parce qu'il peut s'abstraire d'elle pour un temps. Il peut par la pensée évoquer le mur, le futur. L'homme est capable d'imaginer, de créer mentalement ses propres volontés. Il est totalement débarrassé de l'instinct qui le tenait prisonnier des forces naturelles. Il n'est pas conduit par un instinct qui guiderait inéluctablement son activité. Il a donc pu voir idéalement son but et ce qui ensuite le fit réaliser à ce qui prend sa décision. Sa pensée précède son action effective. Il projette ensuite sa pensée sur l'univers réel des formes, car il a pu supposer l'animal et se libérer des forces naturelles. Cette aptitude rapproche-t-elle pas l'homme du savoir scientifique? Puisque l'une des caractéristiques de la science est de prévoir ce qui peut se produire. Le travail de l'homme fait tendre celui-ci vers la liberté, du fait qu'il peut prendre la décision de ses actes. L'homme travaillant a toujours le psychisme orienté vers le but final, et tous ses gestes n'ont de signification profonde que lorsqu'il est au service du but qu'il s'est fixé. Il s'agit en parfaite connaissance de cause. Pour aboutir à ce but recherché, il mobilise tout son être et ses forces et se fixe d'une manière consciente et volontaire des règles qui doivent être respectées. C'est donc dans ce souci d'élaboration d'un produit dans le cadre d'une structure que les notions de liberté prennent corps. C'est parce qu'il a conscience de ce qu'il va faire qu'il peut monopoliser et gérer sa force dans cette optique précise. Les progrès techniques ont pour but d'accroître l'efficacité du travail. Le résultat se mesure par l'économie du travail humain, qui a pu être obtenue dans la production d'une marchandise. La productivité du travail est le rapport entre le volume de la production avec la durée du travail humain nécessaire pour l'obtenir. C'est une mesure de progrès technique. Pour que ce progrès s'affirme dans un sens déterminé, il est nécessaire de canaliser ses aspirations, et celles-ci se font le plus souvent
en corrélation avec en cause, en mettant l'économie, la psychologie, le social, la morale et même religieuse pour l'humanité. Par exemple, de 1820 à 1982 en France, nous pouvons apprécier une multiplication par 30 le progrès technique réalisé sur la production du blé. Par contre, la pomme de terre n'a été l'objet que d'un quadruplement et même d'un quintruplement. De même, l'évolution relative à un même produit est fort irrégulier dans le temps. Toujours pour le blé en France, le premier des dédoublements a demandé 80 ans, un autre 50 ans. Les derniers moins de 20 ans. Bien que les produits primaires bénéficient premiers de ces progrès techniques, puisque ce sont les aliments les plus nécessaires à l'humanité, il demande et demeure que ces produits sont aussi ceux dont nous nous saturons le plus vite, parce que nous n'avons qu'un seul estomac. L'homme est le seul à avoir conscience du geste qu'il accomplit, qui est en accord avec son but. Si l'animal agit en tant qu'automate, guidé par l'instinct, et accomplit des gestes automatiques, sans prendre conscience de l'objet qu'il a à produire, l'homme agit en parfaite connaissance de cause. Pour aboutir à ce but recherché, il monopolise tout son être et se fixe d'une manière consciente et volontaire des règles qui doivent être respectées. C'est parce qu'il a conscience de ce qu'il va faire qu'il peut mobiliser et gérer sa force. La volonté est catalyseur et moteur de sa réussite. Auparavant, c'est l'instinct qui dirigeait son action. Maintenant, c'est sa volonté, résultant d'une prise de conscience qui joue pour elle ce rôle. Pour construire l'objet technique qui fonctionnera, l'homme a besoin de se représenter son mode de fonctionnement qui coïncide avec l'opération technique qu'il accomplit. L'objet technique apprécié est connu selon son essence, c'est-à-dire selon l'acte humain d'invention qu'il a fondé, pénétré d'intelligibilité fonctionnelle, valorisé selon ses normes internes, comme le souligne Gilbert Simonon. Dans son mode d'existence, des objets techniques apportent avec lui une information pure. Pour un optimum du rapport du travailleur à la machine, nous devons envisager que le travailleur opère sur la machine de façon à ce que son geste prolonge l'activité d'invention. Loin d'être le surveillant d'une troupe d'esclaves, l'homme est l'organisateur permanent d'une société des objets techniques qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin du chef d'orchestre. Nous pouvons trouver un épanouissement supplémentaire dans le travail en nous demandant comment développer notre pouvoir créateur. Le fait répétitif d'un mouvement peut s'avérer créateur. En effet, la répétition n'est possible que dans l'abstrait. Ce qui se répète, c'est tel ou tel aspect de nos sens et surtout notre intelligence qui en détachée de cette réalité. Précisément que notre action, sur laquelle tout effort de notre intelligence est tendu, ne peut se mouvoir que parmi des répétitions. Ainsi concentré sur ce qui se répète, uniquement préoccupé de souder le même au même, l'intelligence se détourne de la vision du temps. Comme le souligne Henri Bergson dans L'évolution créatrice, du chemin qui allait être parcouru, l'esprit humain n'a rien à dire, car le chemin a été créé au fur et à mesure de l'acte qui le parcourait, n'étant que la direction de cet acte lui-même. Ainsi, nous pouvons trouver dans le cheminement continu d'un même processus la notion de création, ou plutôt de recréation, en ce sens qu'en faisant abstraction du temps, pour une tâche particulière à renouveler, nous nous mettons à l'épreuve. En premier, de notre effort de revalidation mentale de l'opération avant l'opération elle-même, et en second, par notre souci de porter à son point d'idéal cette opération dans le présent, nous tendons par le travail à revivre indéfiniment un moment privilégié, celui où le temps est aboli,
ou celui où l'organisation de l'espace est maîtrisée. En un mot, MOT, la vision pure de la mathématique. S'il y a des projets, c'est parce qu'il y a des motifs. S'il y a des décisions, c'est parce qu'il n'y a que des calculs. Pour terminer cette dernière partie, il convient de se demander concrètement ce que signifie l'épanouissement dans le travail. Si un travail, c'est un poste, assorti de responsabilités, d'obligations bien précises, une carrière, c'est la somme de toutes les expériences de travail rémunérées ou non, emploi à temps plein ou partiel, éducation des enfants, tenue du foyer, travail bénévole ou communautaire, passe-temps ou loisir, pouvant exercer une certaine influence sur le travail, immédiatement, à plus ou moins de terme. La carrière, c'est ce qu'on fait de sa vie. Pour l'épanouir dans son travail, il faut être honnête envers ses goûts et ses préférences et non répondre à ce que l'on s'imagine, qu'on veut entendre, comme le conseillait Roberto Cava, dans Réussir et être heureuse au travail. Tout d'abord, définir une stratégie pour atteindre l'objectif s'avère indispensable. Après s'être renseigné sur le meilleur diplôme à obtenir et sur la formation et l'expérience professionnelle la plus adéquate pour atteindre ces véritables aspirations, nous devons nous fixer des échéances pour nos buts à moyen et long terme. Ainsi, certains découvrent dans le travail l'ivresse de l'accomplissement de soi. D'autres ont le sentiment de vraiment mener leur vie. Et pour cela, rien ne remplace une bonne confiance en soi. En conclusion, nous ne pouvons admettre par personne que nous savons aujourd'hui travailler avec efficacité, puisqu'au contraire, nous découvrons d'année en année de nouvelles méthodes et que c'est aussi clair que nos méthodes d'aujourd'hui, quelque très peu supérieures à celles d'hier, sont enfantines à l'égard de celles de demain. La condition humaine est un but et nous saurait améliorer que ses aspects économiques sans s'améliorer comportement, son point de vue médical, moral, social et policé. Si la notion de travail nous apparaît différente selon l'heure de la journée, nous éprouvons une certaine liberté quand nous évoluons dans sa structure et priori de contrainte, car choisi, car c'est en nous mettant à l'épreuve que nous nous situons face aux autres, sinon face à nous-mêmes. Nous apprenons par le travail un comportement à privilégier en toutes circonstances, que nous nommons l'assurance, en apprenant à connaître nos limites. Nous avons suffisamment confiance en nous pour ne pas chercher à reculer devant un risque nécessaire. Nous ne sortons et nous ne sombrons pas dans l'accablement si un de nos projets ne fonctionne pas. Et c'est en n'ayant pas peur de reconnaître nos erreurs et en admettant volontiers les sentiments que le comportement des autres suscite en nous que nous nous attachons à nous respecter.